Je suis Audrey Martin, responsable du service santé-environnement de la ville de Rennes. Je vais animer cette conférence sur la condition des animaux avec une table ronde. Nous accueillons ce soir 3 vétérinaires, table ronde qui se déroulera en 3 parties. Je laisserai ces vétérinaires se présenter par la suite, mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Jean-Marie Guater, qui est élu délégué à l'animal en ville, à la ville de Rennes. Juste très rapidement, merci beaucoup de votre présence dès le début de ce travail sur l'élaboration d'une charte sur la condition des animaux en ville. On a identifié en fait les vétérinaires comme des parties prenantes de cette discussion. Moi-même, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre de vétérinaires et de lire aussi des productions, soit d'associations, soit de syndicats qui recommandaient à leurs adhérents de s'investir dans la question de la condition animale. Donc nous, on a repris ça au mot en disant que peut-être de ce point de vue-là, en fait, qui est un point de vue assez intéressant et qui va de la naissance de l'animal jusqu'à sa mort et qui accompagne aussi les personnes qui ont des animaux, qui connaissent bien ce sujet-là, sont peut-être un point de vue très intéressant et qu'on pourrait éventuellement imaginer adapter certaines propositions ou suggestions à intégrer dans cette charte sur la condition des animaux en ville. Donc merci d'être présent, merci d'assister aussi à cette rencontre. Merci Monsieur Goater. Je vais vous laisser donc Dr Hammer, Dr Désert, Dr Delanglois vous présenter. Vous êtes vétérinaire qui est investi à Rennes et ailleurs. Je vais commencer. Honneur aux dames. Donc, moi, je suis vétérinaire dans une structure uniquement dédiée aux animaux de compagnie à 10 km au sud de Rennes, dans un bourg. Je suis praticien vétérinaire depuis 35 ans et j'ai développé des compétences dans le domaine du comportement. Mon activité aujourd'hui est consacrée pour le 3/4 du temps à des consultations de comportement. Je suis donc assez impliquée et intéressée par cette relation entre l'animal de compagnie et l'humain de compagnie. Voilà. Je vais prendre la suite. Donc, Gilles Désert, donc, je suis vétérinaire à Rennes depuis 1987. Donc, je m'occupe effectivement d'animaux de compagnie uniquement. Je suis également président du conseil départemental de protection animale depuis à peu près 25 ans, donc ce qui me permet effectivement d'avoir beaucoup de relations avec les associations de protection animale et puis la ville de Rennes, où on a mis en place effectivement un certain nombre d'actions, en particulier sur les chalets. Voilà. Bonsoir. Oui, bonsoir, je suis Charles Danglois, vétérinaire. Veuillez m'excuser pour l'absence de caméra, j'ai un souci technique. Je suis vétérinaire, je suis le directeur de Vétovie, c'est un groupe de cliniques vétérinaires à Rennes et Cesson-Sévigné, trois structures, et depuis 2011. Et voilà, je m'occupe des animaux familiers aussi, des espèces qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, et les espèces inhabituelles. J'interviens parfois aussi sur les évaluations comportementales pour les chiens mordeurs. Voilà. Merci à tous les trois. Donc, juste vous l'avez évoqué, à préciser que les vétérinaires à Rennes s'occupent principalement en fait de chats, de chiens, de nouveaux animaux de compagnie, comme l'a dit le docteur Delanglois. Donc voilà, je voulais commencer en fait cette table ronde en vous faisant aborder la condition des animaux, mais d'un point de vue vraiment global. Les questions en fait de bien-être, de lutte contre la maltraitance, les bons soins, la stérilisation, enfin tout ce qui peut intéresser en fait les Rennais. Donc pour une première question, une première entrée en matière, je vais vous demander en fait à tous les trois quels sont selon vous vétérinaires les principaux en fait enjeux liés à la condition des animaux à Rennes. Et s'il y a des messages à faire passer aux décideurs locaux, quels seraient-ils? Honneur aux dames, toujours, j'ai dit. Honneur aux dames ou autres.
Question presque politique, hein. Je ne sais pas si je vais bien répondre sur le sujet. Je vais commencer en disant que l'enjeu, c'est d'arriver à faire prendre conscience aux propriétaires ou aux futurs propriétaires des besoins de l'animal, qu'il s'agisse d'un chien, d'un chat ou d'un âne. Je suis fréquemment confrontée à des situations où les propriétaires n'ont pas mesuré, que ce soit en termes de temps, en termes d'espace ou en termes financiers, l'impact lié à l'adoption d'un animal. Et de cette inadéquation entre les besoins de l'animal, et en particulier en besoin d'activité, en besoin intellectuel, de cette inadéquation va naître des difficultés qui peuvent être quelquefois tellement importantes que ça peut conduire à l'abandon de l'animal. Donc, je pense que dans les mesures vraiment importantes à prendre, et ça fait partie des choses aujourd'hui dont nos instances politiques ont vraiment conscience, c'est de mener une politique d'éducation à destination des propriétaires pour améliorer la condition animale en ville. Voilà. En ville ou à la campagne, d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit quelque chose de spécifiquement citadin. Parce que je suis persuadée qu'un animal a sa place en ville à partir du moment où on lui procure ce dont il a besoin. Merci, Dr Hammer, en fait. Ces propos font aussi écho aux réflexions, je pense, qui sont menées au niveau national également, puisque ce n'est pas qu'une question rhéno-rennaise. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce propos, Dr Désert, par exemple? Oui, effectivement, donc c'est un sujet absolument global et national. Et c'est vrai que nous avons un confrère, donc Loïc Dombreval, qui est député, le seul député de l'Assemblée, qui effectivement a réuni un groupe de travail avec 155 autres députés. Donc, et il a travaillé sur un projet de loi. Donc ce projet de loi est en fin de parcours et devrait être probablement promulgué certainement avant la fin de l'année. Donc dans ce projet de loi, effectivement, il est question finalement de la maltraitance animale, volontaire ou parfois involontaire d'ailleurs. Et donc, il y a un certain nombre de sujets qui me paraissent intéressants. Par exemple, l'idée, c'est avant d'adopter un animal, par exemple, que les gens passent une petite formation avec des connaissances minimales qui permettraient effectivement de délivrer une attestation, de pouvoir devenir le possesseur d'un animal de compagnie, bon, ce qui me semble plutôt une bonne chose. Bon, il y a des mesures effectivement qui vont également concerner la vente des animaux. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup d'animaux de compagnie qui se vendent sur les petits journaux d'annonces. Et donc, malheureusement, cette vente d'animaux est souvent assez mal encadrée. Donc, il s'agit également de mieux encadrer la vente d'animaux via les petites annonces. Également, dans les animaleries, la vente d'animaux en animalerie devrait normalement être interdite à partir de 2024. Donc, ce sont quand même des mesures assez importantes. Voilà. Donc, il y a également des durcissements des sanctions pénales pour les actes de maltraitance volontaire, qui pourra effectivement aller jusqu'à la confiscation des animaux, jusqu'à 5 ans de prison, 75 000 € d'amende, interdiction de détention d'animaux. Également des mesures concernant la stérilisation peut-être obligatoire des chats libres. C'est des choses qui ont été travaillées. La création également d'un poste de défenseur des animaux, donc au niveau national, qui serait un petit peu la personne référente. Voilà, bon, également tout ce qui concerne l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui devrait être réglementé. Également l'interdiction des détentions des cétacés dans les delphinariums.
Voilà, interdiction également des élevages de visons. Enfin voilà, c'est quelque chose d'assez large, hein, mais voilà, il y a quand même voilà, une réflexion globale, je pense, qui est assez intéressante et qui exprime le fait que c'est un réel sujet de société. Donc, ces problèmes de maltraitance animale. Et donc, je pense que c'est une bonne chose, effectivement, qu'on légifère sur ce sujet. Voilà Merci, docteur Désert. Du coup, ce qu'on peut retenir, c'est que la réglementation donc, fait en sorte qu'on ait des perspectives en faveur du bien-être animal et de la lutte contre la maltraitance. Bien entendu, ce sont des perspectives. Il y a quand même des actions qui sont déjà mises en place. Je rebondis sur, en fait, vous avez parlé de stérilisation notamment, et du coup, on pourrait se poser la question, mais pourquoi stériliser en fait un animal? Est-ce que l'un de vous peut y répondre? Je vais prendre la parole dans ce cas-là pour répondre à cette question, en tout cas essayer d'y répondre. Les animaux de compagnie, pour la plupart, ne sont pas destinés à faire de la reproduction. La stérilisation des mâles et des femelles, dans la plupart des cas, présente des avantages comportementaux, pas toujours évidemment, il ne faut pas faire de clichés, mais en tout cas souvent, en termes de longévité, en termes d'éducation aussi, et pour ma part, je considère que le fait de ne pas faire de reproduction, on peut parler de bien-être animal dans le fait de les stériliser pour éviter toutes ces pulsions hormonales qui sont présentes et qu'on peut voir s'exprimer. D'ailleurs, ce sont des comportements sexuels déplacés sur des animaux. Par ailleurs, il y a aussi un phénomène de santé publique qu'on peut voir avec les chats et les chats errants qui se reproduisent abondamment, comme le soulignait mon confrère Dr Désert. Je me permets aussi dans ce cas-là de faire un petit coup de pub pour la ville d'Avignon qui a fait avec l'ordre des vétérinaires une campagne sur J'aime mon chat, je le fais stériliser, qui est en ce moment du 2 novembre au 10 décembre. Et je pense que c'est une initiative intéressante aussi pour encourager les gens à le faire. Je pense qu'il y a un consensus médical et aussi comportemental, éthique en faveur de cette chirurgie. Donc ça présente beaucoup d'avantages et voilà, au-delà de l'identification qui responsabilise les possesseurs des animaux, ça permet aussi de limiter la reproduction des animaux. Merci pour cette réponse, docteur Delanglois. Très clair. Du coup, on va peut-être pas tout aborder sur ce sujet qui est quand même assez vaste. Je vais laisser, après une dernière question, donc les participants vous poser leurs questions pour qu'on puisse échanger. Une question pratico-pratique. Que pouvez-vous dire en fait aux participants sur les mesures à prendre, en tout cas, en cas d'urgence, quand on trouve un animal blessé ou autre, que ce soit en fait lié à des cas de maltraitance ou tout simplement en fait en trouvant en fait un animal par hasard sur la voie publique. Selon vous, quelle est la procédure à suivre? Vas-y, tu veux Ouais, vas-y. Plusieurs cas de figure, bien évidemment. Il peut s'agir d'un animal familier, un chien ou un chat, ou bien il peut s'agir d'un animal de la faune sauvage. Dans le cas d'un animal familier, le principe est d'essayer d'amener l'animal blessé à un vétérinaire. En journée, n'importe quelle structure vétérinaire va être ouverte et en mesure d'accueillir l'animal. Si l'animal est trouvé blessé en dehors des ouvertures classiques des structures vétérinaires, on a aujourd'hui des dispositifs d'accueil en cas d'urgence. Donc sur Rennes, il y a une structure qui est ouverte la nuit et les week-ends, et en dehors de Rennes, les vétérinaires doivent s'organiser pour assurer ce qu'on appelle la permanence des soins. Juste quand même faire attention quand on trouve un animal blessé, surtout si on ne le connaît pas, de ne pas se faire blesser lorsqu'on essaye de ramasser l'animal, parce que l'animal peut être douloureux ou peut être partiellement inconscient et avoir des réactions de défense qui peuvent blesser la personne qui cherche à intervenir. Donc, peut-être éventuellement contacter là, dans ce cas-là, des personnes qui vont être à même d'aider la récupération de l'animal. Et là, c'est la fourrière qui s'occupe
de la récupération de l'animal qui est en directe ligne pour intervenir. Et donc, qui dit fourrière, dit ville de Rennes, puisque c'est le maire qui a la charge de l'animal en divagation. S'il s'agit d'un animal de la faune sauvage, même chose, dans la mesure du possible, présenter l'animal à un vétérinaire qui est tenu d'assurer les soins immédiats de survie de l'animal avant de le confier à un refuge qui assurera la suite des soins. De toute façon, en cas de doute, le plus simple, c'est d'appeler le vétérinaire pour avoir la marche à suivre. Voilà. Voilà, très bien. Merci, Dr Hammer. Je vous invite à poser vos questions. En fait, c'est plus, je pense, convivial de les faire à l'oral, ou sinon, vous pouvez les poser par écrit dans le chat et on essayera d'y répondre collectivement. Alors, je vois une main qui se lève. Vous pouvez vous exprimer. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il faut penser à activer son micro. Oui, on vous entend très bien. Ok. Moi, c'était une question très pratico-pratique. On vient d'aborder en fait cette rencontre en évoquant la question de la maltraitance auprès des animaux, consciente ou inconsciente. Vous, en tant que vétérinaire, quand vous constatez une maltraitance, qu'est-ce que vous faites en termes d'action auprès du propriétaire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous gérez la situation? Jenny, peut-être, je ne sais pas si tu es peut-être plus habituée que nous. Enfin, non, plus habituée, non, parce que cette situation, elle n'est pas si fréquente que ça. Très honnêtement, dans ma carrière, moi, j'ai rarement été confrontée à des situations de maltraitance avérée. Nous n'avons pas autorité pour intervenir sur le propriétaire. Donc, en revanche, notre organisme de tutelle, c'est la direction des services vétérinaires, qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant Direction départementale de la protection des populations, qui a dû encore changer de nom, mais je n'ai pas mémorisé le nouveau nom. Et c'est à cet organisme-là qu'on va s'adresser, et c'est cet organisme-là qui a la possibilité d'intervenir. C'est par exemple eux qui vont intervenir. Alors, c'est plus souvent sur des animaux type bovins ou chevaux, qui vont être susceptibles d'intervenir pour faire des saisies et placer les animaux dans des centres qui vont s'occuper de ces animaux-là. Mais encore une fois, moi, à titre personnel, j'ai une fois suspecté de la maltraitance sur un animal qui présentait des blessures à répétition. Ça reste tout à fait exceptionnel. Et là, il se trouvait que voilà, c'était une situation particulière avec un couple, et apparemment, il n'y avait pas que le chat qui se faisait maltraiter. Le couple s'est séparé et le chat est parti avec la personne qui s'en occupait le mieux. Mais je ne suis pas intervenue à titre personnel, et encore une fois, le vétérinaire n'a pas l'autorité pour intervenir, juste faire un signalement. Pour répondre à votre question, évidemment, je rejoins tout à fait Dr Hammer. J'ai mis un petit mot dans les messages comme quoi j'ai eu un seul cas. Déjà, les gens qui maltraitent les animaux ne viennent pas nous voir, déjà, je pense. Et la seule fois où j'ai eu un cas de maltraitance avérée, c'était évidemment une situation encore humaine très compliquée, comme le précise Dr Hammer. Et j'ai prévenu la police, tout simplement. Et après, c'était plus dans mes mains, mais ce n'était pas à moi d'intervenir directement auprès des gens. Et après, les gens ont fait la police a fait son travail. Voilà. Je pense que c'était un cas où j'étais obligé de prévenir les autorités judiciaires. Je confirme de la même manière, c'est très très exceptionnel d'avoir à constater effectivement des cas de maltraitance sur des animaux qui nous sont présentés. Donc ça m'est quasiment jamais arrivé non plus. Pour autant, alors je vais peut-être préciser ma question, elle était peut-être un peu vague. Quand vous constatez des cas de maltraitance, mais qui ne sont pas dus à qui ne sont pas des cas forcément de maltraitance physique, c'est-à-dire des animaux battus ou sous-alimentés, mais des cas de maltraitance qui résultent de la non prise en compte du besoin de l'animal. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, je ne sais pas moi, un chien qui n'est jamais promené ou quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que vous le constatez déjà? Et après, quel type d'action vous pouvez ou vous pouvez faire, ou voilà. Quand vous constatez
Oui, la non prise en compte des besoins de l'animal. Alors ça, cette situation, elle est extrêmement fréquente. Je vais peut-être même vous paraître excessive, mais je pense que la non-couverture des besoins physiques et intellectuels des chiens touche, alors chiens et chats, touche plus de la moitié de la population canine et féline. Donc, quoi faire? C'est compliqué. Alors, moi, je suis amenée à intervenir quand le chien va présenter un comportement en lien avec cette carence d'exercice physique et intellectuel et génère des nuisances pour le propriétaire. Mais si vous avez un chien qui subit cette situation-là, le propriétaire ne va pas forcément prendre conscience de la souffrance de son animal. Et pour nous, c'est très, très difficile d'intervenir. On va avoir un rôle d'avertissement et de prévention, mais après ça, techniquement, le propriétaire reste le responsable de son animal. Et encore une fois, nous n'avons aucun pouvoir d'intervention. Oui, c'est effectivement très fréquent. Et nous, il faut qu'on trouve le juste milieu pour que les gens perçoivent le message sans claquer la porte et que notre rôle en médecine préventive puisse avoir toute son action. Et effectivement, c'est une relation de professionnel à personne et c'est compliqué d'essayer de faire passer des messages en douceur. C'est vraiment de la pédagogie. Moi je dirais vraiment beaucoup de pédagogie et du temps. Mais la balle n'est pas dans notre camp à ce moment-là. Nous, on donne les informations, on essaie de donner des supports, on conseille, mais après, les gens font un peu ce qu'ils veulent, malheureusement. Je ne peux que confirmer l'avis de mes deux confrères. Hein. C'est vrai qu'on ne peut effectivement que de façon très pédagogique essayer d'expliquer les choses, mais si les gens ne veulent pas entendre, c'est très très difficile à faire passer le message, en tout cas à s'assurer qu'il est passé. Alors avant de relier, en fait, je vois qu'il y a des messages qui apparaissent dans le chat. Je vais laisser la parole à Madame Dardenne. Vous vouliez poser une question ou un commentaire? Oui, s'agissant des besoins, par exemple des chiens que vous mentionniez comme étant une espèce particulièrement pas bien prise en compte par les propriétaires, est-ce qu'il y aurait des conseils minimaux qu'on pourrait intégrer dans la charte, par exemple sur le nombre de sorties ou sur la fréquence du contact avec les propriétaires qui serait minimale, une base qu'on pourrait utiliser pour faire de la pédagogie très, très basique dans la charte. On parle bien de la charte sur la conservation des animaux à Rennes qui est en cours d'élaboration. Très, très difficile de répondre à cette question parce qu'il n'y a pas de quantité minimale. Et ça dépend. Il n'y a pas de norme, en fait. Il n'y a pas de norme. Ça peut dépendre de la race, ça peut dépendre du tempérament du chien, ça peut dépendre de son âge. Donc, ça va dépendre de la capacité du propriétaire à se déplacer lui-même, de ses contraintes personnelles, des compétences du chien. C'est très variable. À minima, de toute façon, à minima, pour un chien qui vit en appartement, c'est au moins 3 sorties par jour. C'est à minima, moi je dirais qu'à minima, c'est déjà apprendre à son chien à se promener sans laisse. Ça pourrait être une vraie exigence. C'est dramatique le nombre de chiens qui ne sont jamais lâchés parce que les propriétaires n'ont fait aucun travail éducatif. Ça pourrait être à minima apprendre à son chien à revenir quand on l'appelle, quand il est lâché, à marcher en laisse sans tirer, à savoir s'asseoir et rester assis sur ordre, et à savoir aller se coucher à son panier sur ordre. Ça, c'est la base de la base. Et c'est du travail. Je vous assure que rien que sur ces 4 exercices-là, il y a moyen de s'amuser, de compliquer les exercices. Ce qui est aussi fondamental à bien comprendre, c'est que l'exercice intellectuel, sur un propriétaire qui est peu disponible, est plus intéressant que l'exercice physique. Donc, quitte à ne pas avoir beaucoup de temps avec son animal, il faut passer du temps à le faire bosser sur des exercices plutôt qu'à se faire traîner pendant un quart d'heure autour du pâté de maison, toujours le même, matin, midi et soir. C'est terrible pour le chien. Mais je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on impose à certains animaux de compagnie comme vie. Quand les animaux sont sortis, ça m'est arrivé de voir des gens qui me
qui me consultait pour des aboiements, pour des destructions, et je découvre que le chien n'est jamais sorti, qu'il doit faire ses besoins sur le balcon. Je vous assure que c'est vrai. Et quand les gens découvrent que finalement, c'est assez sympa d'aller se balader avec son chien, ah ben finalement, mon chien est sympa, ah ben finalement, je peux faire des choses avec. Et oui, donc vous seriez surpris de ce qu'on peut entendre et voir de la part des propriétaires. Je rajouterais, si tu valides, Jenny, que le souci de tous ces super conseils qui viennent d'être donnés, c'est que l'essentiel du travail se fait entre 2 et 6 mois. Je ne sais pas si tu peux valider ça, mais quand on peut le faire, c'est idéal de le faire avant la puberté chez les chiens. Et souvent, c'est le problème quand on a des animaux qui ont plusieurs années et qui ont une maltraitance, on peut le citer comme ça, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, par rapport à ce que tu disais, en appartement, pas sorti, etc., pas éduqué. C'est une forme de maltraitance. Alors, tout à fait d'accord avec toi pour estimer que la période de 6 mois, un peu comme chez l'enfant au cours du développement, cette période-là est une période vraiment fondamentale et essentielle sur les acquis de base. Mais moi, ce que je constate, c'est que les chats, beaucoup moins, mais sur les chiens, en tout cas, on a une capacité de résilience qui est souvent étonnante, qu'on voit en particulier lorsque l'animal change de propriétaire, change d'environnement et découvre le monde et l'exercice. Alors après, il y a des chiens qui souffrent de troubles comportementaux très craintifs, par exemple, ou très, très actifs, et qui vont être beaucoup, beaucoup plus difficiles à éduquer. Mais globalement, même si le démarrage est un peu raté, il y a toujours moyen d'améliorer le comportement et la relation avec le propriétaire. Mais c'est sûr que la période initiale est fondamentale et doit être bien réussie. Et là, il y a un vrai travail à faire de la part de la personne qui élève, qui va placer le chiot et qui doit informer et former le futur propriétaire. Et alors, aussi, je vais peut-être créer des frustrations, je suis désolée, mais on va avancer sur la deuxième partie en fait, de la table ronde. On n'aura pas répondu à toutes les questions, on verra si à la fin il reste du temps pour le faire. Ce que je vous propose, c'est d'aborder en fait justement cette question du lien entre les animaux en fait, et les hommes. Et je voulais vous poser spécifiquement encore à vous, Madame Hammer, mais du coup les autres vétérinaires pourront aussi compléter. Est-ce que vous pouvez nous parler en fait des liens entre l'homme et l'animal avec votre vision de comportementaliste? Plus précisément, en fait, quelle est la place de l'animal dans un foyer? Effectivement, on peut s'attendre à réserver dans certains foyers le fauteuil à son chien, etc. Il y a le sentiment aussi, on va dire, de maternité, paternité par rapport à l'animal. Et puis, spécifiquement également, en fait, si vous pouvez nous parler de publics en fait, spécifiques, tels que les publics en errance, qui aussi sont connus pour avoir souvent des animaux de compagnie. Ça fait une question très large, mais voilà, je vous laisse répondre sous l'angle que vous déciderez. D'accord. Je vais essayer de structurer un petit peu ma réponse. Vous m'avez interrogé sur la place de l'animal au sein du foyer. Et bien, cette place, elle est extrêmement variable d'un foyer à l'autre. Dans mes consultations de comportement, je demande quasi systématiquement, c'est une question que je ne pose pas forcément en consultation de comportement, je pose aussi cette question-là lorsque je fais des consultations sur des très jeunes animaux, c'est pourquoi avoir pris un chien? Qu'est-ce que vous voulez faire avec? Voilà, quel était le but de cette adoption-là? Vous avez pris un chat, qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous envisagez la place du chat dans votre foyer? Je suis toujours assez déconcertée par les réponses parce que c'est une question que les gens ne se sont pas posées avant l'adoption. J'avais envie d'avoir un animal de compagnie. Mais pour en faire quoi, je ne sais pas trop. Et là, dans les dernières consultations que j'ai pu faire, j'avais beaucoup de chiens de type berger australien à l'abri. Et les gens me racontent qu'ils sont sportifs et qu'ils ont pris un chien pour faire du sport. Seulement, ils font du sport pendant les vacances et une fois par semaine. Mais le reste de la semaine, le chien, il ne fait pas de sport. Et donc, on se retrouve encore avec cette inadéquation parce que les gens prennent des chiens très sportifs, mais le chien très sportif, le reste de la semaine, il va être sorti 2 fois un quart d'heure en laisse parce qu'on n'a pas trop le temps de s'en occuper. Donc, la place de l'animal de compagnie, encore une fois, très, très variable d'un foyer à l'autre. Bien évidemment, au fil des années, là, sur les
les 5 décennies qui viennent de s'écouler, la place du chien a vraiment profondément évolué, avec des chiens qui, dans certains cas, vont être des supports affectifs. Alors, je parle du chien, mais le chat aussi. Il ne faut pas du tout oublier le chat qui va venir combler des solitudes de personnes, soit de personnes âgées ou même d'adultes qui vivent seuls. Le chat va devenir un compagnon de vie essentiel. Et on se rend compte de cette importance-là, et je sais que c'est un thème qu'on va aborder après, lorsque l'animal disparaît. Ensuite, vous avez des personnes qui adoptent un animal dans le but de combler un vide d'enfant aussi. Je vois des couples qui viennent avec le chien, et le chien, c'est le bébé, c'est mon bébé. Les gens d'ailleurs utilisent des termes qui ont trait à ça. C'est mon bébé, c'est mon tout petit, alors que le chien est adulte. Donc, à partir du moment où le chien n'a pas vraiment sa place de chien, ça peut là aussi générer des situations un peu compliquées dans la relation parce que l'animal ne correspond pas à l'attente du propriétaire. Donc, place extrêmement importante et liée à cette place importante, une relation avec l'animal qui va manquer de cadre et de structuration. L'animal va être autorisé à faire ce qu'il veut à la maison. Ça peut effectivement très bien se passer. On peut avoir une relation tout à fait harmonieuse, même si le chien mange à table, dort dans le lit, sollicite ses propriétaires pour jouer quand il veut. Et puis à l'inverse, vous avez des situations beaucoup plus compliquées où on se retrouve avec, comme pour les enfants aujourd'hui, ces situations d'enfants rois, beaucoup plus avec le chien qu'avec le chat cette fois, des chiens rois qui deviennent absolument détestables parce que ces chiens-là ne supportent plus aucune contrainte, aucune autorité. Donc, situation, je pense, qui n'existait pas encore il y a une 50aine d'années. Le chien était beaucoup moins présent dans le foyer. Les chiens qui dormaient, je ne critique pas du tout, loin de moi l'idée de critiquer les propriétaires dont le chien dort dans la chambre ou sur le lit. Ça ne me gêne absolument pas à partir du moment où la relation est harmonieuse et où le chien accepte de descendre du lit sans problème quand on lui demande de descendre. Donc cette place-là, qui a beaucoup évolué, qui est liée à un certain autre anthropomorphisme aussi, du choix de chiens de petits gabarits, qu'on peut prendre sur les genoux, qu'on peut dorloter, chouchouter, modifie la relation entre le propriétaire et son chien et peut engendrer, là, encore une fois, des situations d'incompréhension entre le propriétaire et son chien. Et puis même, on parlait tout à l'heure de maltraitance involontaire, de la maltraitance involontaire. À côté de ça, on a des personnes… Excusez-moi, docteur Hammer, je vous coupe et du coup, ça me fait rebondir sur une question qui a été posée dans le chat et qui était comment peut-on distinguer la maltraitance involontaire de la maltraitance volontaire? Je profite justement de vos propos pour vous la poser. Je parlerai de maltraitance volontaire à partir du moment où l'humain cherche à faire du mal à l'animal. Dans les situations que je vois, moi, il n'y a pas de volonté de faire en sorte que l'animal ne soit pas bien. Au contraire. Les gens s'efforcent d'être au service de l'animal. On va parler, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on va se mettre à parler de maltraitance volontaire quand il y a une intentionnalité de faire du mal. C'est une volonté de blesser, et puis quelque part un plaisir à faire du mal, ce qui est loin d'être le cas chez les propriétaires que je côtoie moi quotidiennement. Au-delà de ça, ensuite, la place de l'animal, beaucoup de personnes me disent, moi j'ai pris un chien pour qu'il me suive partout, pour pouvoir l'emmener partout, pour pouvoir l'emmener avec moi en vacances. L'animal fait partie de la famille. La place du chat, elle est un peu différente. La place du chat est différente parce que le chat est perçu par l'humain comme étant un animal plus indépendant, plus autonome. Ça ne gêne personne de laisser son chat tout seul toute la journée. On est plus embêté de laisser son chien tout seul. Mais on se dit que le chat, il va se débrouiller. Ce n'est pas forcément vrai, d'ailleurs. Et des chats qui souffrent de la solitude, j'en vois beaucoup aussi. Mais la relation qu'on a avec le chat est fondamentalement différente de celle qu'on va avoir avec un chien.
Mais pour autant, le chat prend une place tout aussi importante. Et puis, ce qu'on voit aussi beaucoup se développer, c'est des attachements profonds et des relations très fortes avec des animaux plus insolites, avec ce qu'on appelle les conacs, donc dont on parlait tout à l'heure avec le docteur de Langlois. Je vois des propriétaires extrêmement attachés à des lapins, à des cochons d'Inde, et quelquefois même à des animaux plus petits. Alors, je sais que pour moi, c'est quelquefois difficile à appréhender de voir des gens. Alors, si des rats, j'ai des propriétaires qui viennent me voir avec leurs rats et qui sont très touchés lorsque l'animal décède. Donc, relation très, très fusionnelle, en règle générale, entre le propriétaire et son animal. Du coup, cette relation-là, elle va amener le propriétaire à être plus sensible à tout ce qui a trait au malaise de l'animal qui va se traduire par des troubles comportementaux. On en voit, en tout cas, je ne sais pas si l'animal présente plus de troubles comportementaux aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. En tout cas, les propriétaires consultent beaucoup plus, ou en tout cas se préoccupent beaucoup plus du bien-être de leur animal, en tout cas du bien-être. Ils se préoccupent des symptômes qu'ils observent et qu'ils attribuent à une situation de mal-être de la part de l'animal, chat comme chien. Et là, ce qui me frappe, c'est que les propriétaires du chat vont être plus inquiets d'une perturbation comportementale de leur animal que le propriétaire de chien. C'est assez surprenant. Et les propriétaires de chats sont très observateurs sur leur animal. Pour répondre ensuite à la deuxième partie de la question, qui est différente et qui avait trait aux personnes sans abri, l'animal, là aussi, a bien évidemment auprès de la personne sans abri une place essentielle. Le chien est à la fois un élément affectif stable sur lequel ils peuvent s'appuyer. L'animal est toujours auprès d'eux. Ils peuvent leur confier quelquefois une mission de surveillance de leurs affaires. La plupart du temps, les chiens, j'ai très rarement vu des chats avec ces personnes-là, mais ça peut arriver. Mais en règle générale, ce sont des chiens qui vivent quasi en permanence avec leurs propriétaires. Et en plus, ce sont des chiens qui vivent avec d'autres chiens et avec d'autres humains. Donc, c'est souvent des chiens qui savent très bien communiquer avec les autres chiens, qui ont une éducation très correcte et qui finalement ont un très bon équilibre. Alors, pourquoi je prétends connaître un peu bien cette population-là? C'est parce que j'ai eu l'occasion, là, depuis une vingtaine d'années, de participer aux actions de Vétérinaires pour tous. J'ai vu qu'il y avait une question là pour Vétérinaires pour tous. Et dans le cadre de ces actions-là et avec la ville de Rennes, des réunions étaient organisées entre les propriétaires de chiens et moi pour leur proposer des séances d'information. Donc, c'est à cette occasion-là que j'ai pu voir de plus près la proximité des propriétaires avec leurs chiens et l'attention qu'ils leur portent. Souvent, le chien est même passe avant dans les soins qu'il y a à faire et ce sont des animaux qui sont bien traités globalement. Donc, voilà ce que je peux dire de Vétérinaires pour tous. Peut-être juste pour finir, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur Vétérinaires pour tous, savoir si le fonctionnement existait toujours. Alors, oui, l'activité de Vétérinaires pour tous a été relancée grâce à des fonds nationaux et donc avec une structuration un peu différente, puisque maintenant, cette association-là est une association qui se met en place par région et qui fonctionne un peu différemment dans la mesure où le propriétaire doit apporter la preuve de sa situation financière. Le vétérinaire va prendre en charge un tiers du coût de l'intervention, le propriétaire prend en charge un tiers et l'association prend en charge un tiers du coût de l'opération. Donc voilà, Vétérinaires pour tous, oui, fonctionne toujours. Et tous les vétérinaires sont susceptibles de participer à cette action-là. Donc, il faut solliciter le vétérinaire le plus proche de chez soi. L'idée, c'est d'avoir quand même une espèce d'énorme dispensaire qui permet à n'importe quel propriétaire de chien, de chat, de consulter le vétérinaire à proximité de chez lui. Je voudrais en fait aussi rebondir, vous l'avez un peu évoqué effectivement sur la question du deuil, mais même l'accompagnement en fait en fin de vie des animaux, le deuil et puis après, comment en fait accompagnez-vous
les propriétaires justement dans ces démarches et dans l'accompagnement affectif ou sur les démarches en fait funéraires? Mais en tant que vétérinaire, on est les professionnels qui sont amenés à être au contact des animaux et des propriétaires du début de leur vie à leur décès. Et nous sommes confrontés régulièrement à ces situations de fin de vie, d'autant plus aujourd'hui que la gériatrie vétérinaire a fait d'énormes progrès, et donc on est amené à avoir des animaux dont l'espérance de vie a considérablement augmenté, mais du coup on se retrouve avec des animaux très âgés qu'on va accompagner sur les dernières semaines de vie, quelquefois douloureuses. Donc la prise en charge de la fin de vie de l'animal est quelque chose qui a fait l'objet de formation, de développement. Ça concerne toute l'équipe vétérinaire, que ce soit les vétérinaires, mais aussi le personnel, les auxiliaires vétérinaires, qui vont être formés, sensibilisés à la prise en charge, à l'encadrement de cette fin de vie, de façon à faire en sorte que cet acte-là se fasse avec le moins de violence possible. C'est toujours violent, c'est toujours des situations très difficiles psychologiquement, autant pour le vétérinaire que pour le propriétaire. Enfin, certainement plus pour le propriétaire, mais on se dit que le vétérinaire, il est habitué à faire ça, ce qui n'est pas vrai. Moi, avec mon expérience professionnelle, pour moi, c'est toujours un acte qui me paraît violent et que je pratique avec toujours autant de réticence, en essayant d'apporter le plus de réconfort possible aux propriétaires. On a maintenant des techniques d'actes qui font que l'animal peut s'endormir paisiblement. Et puis, la prise en charge du corps, là, de toute façon, réglementairement, il est interdit d'enterrer un animal, quel que soit son poids. Donc, la seule solution pour prendre en charge le corps, c'est une incinération. On est en partenariat avec une compagnie d'incinération qui va se charger de l'incinération de l'animal, avec des prises en charge variables selon le choix du propriétaire, depuis une incinération dite collective, regroupée avec plusieurs corps d'animaux, jusqu'à des incinérations qui peuvent se faire en présence du propriétaire. Donc là, l'accompagnement est vraiment très poussé et très professionnel en fonction de ce que le propriétaire souhaite mettre en place pour son animal. Merci. Si je peux rajouter un petit point, effectivement, j'insiste pour que ça soit bien perçu par le forum qui nous est donné ce soir, sur le fait que, évidemment, c'est un acte toujours très difficile à pratiquer par les vétérinaires et qui a une charge émotionnelle très forte pour les praticiens quand on le fait. Voilà, vraiment, c'est pas facile. Et j'avais entendu un chiffre qu'on pratique à peu près une euthanasie par semaine dans une carrière de vétérinaire, donc c'est beaucoup. Et c'est jamais des moments faciles, même si évidemment c'est toujours plus dur pour les gens, c'est leur animal. Donc si jamais il y a une espèce de distance qui est faite par rapport à ça, c'est aussi pour protéger le praticien et son équipe pour justement éviter une charge trop forte, parce que il y a des études assez inquiétantes qui montrent quand même que les vétérinaires sont pas à l'aise avec ça et ont du mal à vivre avec ça. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Soyez sympa avec vos vétos. Voilà. Et voilà, je me suis mis des petites notes, mais très bien, le message est passé, docteur Langlois. Je vous propose d'adresser vos questions aussi aux vétérinaires. Il y en a déjà une dans le chat, en fait. Quelqu'un qui posait la question: est-il essentiel que le chien doive accepter en fait une position de soumission pour pouvoir intégrer une famille?
Alors, il faut déjà revenir sur la définition d'une position de soumission. C'est un terme que je n'aime pas trop et qui est un peu galvaudé. Les positions de soumission, on parle aussi de postures d'apaisement. Ce sont des positions de communication qui interviennent entre les chiens et que les chiens sont susceptibles d'adopter aussi envers les humains. La position de soumission va être produite par un animal qui se trouve confronté à une agression. Et le but de cette position de soumission a pour but de faire cesser l'agression alors soit de l'humain, soit du chien qui est en face de lui. En gros, il dit « Ok, c'est bon, j'ai compris, je ne cherche pas la bagarre ». C'est ça une position de soumission. Donc, oui, bien sûr, il est essentiel que le chien connaisse cette position-là. Ça veut dire que il a appris cette position-là avec sa mère, avec ses frères et sœurs, avec d'autres chiens adultes, et ça dénote le fait qu'il sait communiquer correctement en tant que chien. Donc, un chien qui n'adopte pas de posture de soumission quand il est menacé et qui, au contraire, a tendance à se débattre, il y a de grandes chances que ce chien souffre de ce qu'on appelle une désocialisation ou une dissocialisation. Et là, le risque, c'est que lorsqu'il va être agressé, il va d'emblée se défendre sans être capable d'accepter de perdre. Et voilà, ça doit être détecté, ça peut être détecté très très tôt, ça peut avoir des conséquences catastrophiques quand on observe cette absence de signal de soumission sur un chien de grande taille. Là, ça peut générer des situations graves. Donc oui, mais encore une fois, dans certains clubs d'éducation, vous avez des éducateurs qui disent qu'il faut mettre son chien en position de soumission. On ne met pas un chien en position de soumission. Le chien doit connaître cette position-là et l'adopter lorsqu'il cherche à faire tomber l'agressivité de son adversaire. D'accord. Je vous invite à poursuivre. En fait, on a encore un petit peu de temps pour une ou deux questions. Je vois qu'une main se lève. Vous pouvez vous exprimer. Alors, en activant votre micro. Il faut activer votre micro, hein, madame. Oui, c'est fait. Voilà. Je voulais savoir, dans certaines villes de France, il y a des personnes qui passent avec des grandes cages, justement, pour ramasser, enfin, pour prendre dans ces cages des chats, des chattes, pour la stérilisation. Est-ce qu'au niveau de la ville de Rennes, ça se fait, ce genre de choses ? Si vous voulez, c'est pour stériliser les animaux. Après, une fois qu'ils ont été opérés, ils sont remis en liberté. Je pense que ça évite aussi d'avoir des petits chatons un petit peu aux quatre coins des villes. Alors, ça s'appelle le dispositif chat libre. Et puis, je vous laisserai, docteur Désert, décrire ce dispositif que vous connaissez bien. Oui, effectivement. Donc, il y a une stratégie, effectivement, de stérilisation des chats libres qui a été mise en place sur la ville de Rennes depuis, je dirais, effectivement, les années 90. Donc, c'est déjà relativement ancien. Donc, la loi de 99, effectivement, a permis ce dispositif et ça permet effectivement que des animaux qui sont des animaux qui ne sont pas sociabilisés et qui vivent effectivement à l'extérieur puissent continuer à mener leur vie, mais effectivement sans participer à la prolifération de l'espèce. Hein. Ça concerne effectivement essentiellement les chats. Et donc, effectivement, il y a des conventions de la ville de Rennes avec différentes associations. Et ça permet effectivement de prendre en charge un certain nombre de chats libres et de les laisser effectivement vivre leur vie de chats libres, mais sans se reproduire. Et finalement, ça crée aussi beaucoup moins de nuisances. Et je pense que pour les riverains, c'est également une bonne chose. Voilà ce qu'on peut dire. Très bien, merci, docteur Désert. On a encore le temps pour une question à peu près. Eh bien, s'il n'y a pas de question, on va
enchaîner sur la dernière partie de la table ronde. Madame Herman, peut-être? Oui, alors juste, c'est plus une suggestion qu'une question. Au regard de ce qu'on vient, enfin des exposés que vous avez faits, on voit que la part en fait de la sensibilisation, de la formation et de l'information sont essentielles pour le bien-être animal. Est-ce que, par exemple, puisque les vétérinaires sont présents, on ne pourrait pas envisager, notamment dans les salles d'attente de vétérinaires, d'avoir au moins des brochures qui puissent expliquer aux propriétaires quel est le b.a.-ba en fait de l'éducation d'un animal ou de la vie avec un animal. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une action? Alors, bon, ça n'exclut pas la pédagogie particulière hein, avec une personne précise, mais au moins avoir des supports informatifs qu'on pourrait consulter effectivement chez les vétos dans les salles d'attente ou je ne sais pas, alors les animaleries maintenant, j'ai cru comprendre qu'on ne pourra plus acheter d'animaux. Enfin, dans tous les lieux, on est susceptible de rencontrer des propriétaires d'animaux. Avoir une campagne de communication, d'information, de formation qui pourrait éventuellement même diriger certains propriétaires vers des cours, pourquoi pas. Enfin, j'en sais rien. C'est une suggestion. Hein. Docteur Delanglois. Oui, je veux bien répondre à cette question. Bon, à propos des supports en cette période de Covid, mais c'est pas nouveau, ça existait bien avant. Je pense que le support papier est un peu has-been, si je peux dire. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font sur Internet et qui sont de très bonne qualité quand on arrive à sélectionner les sites. Sur les sites Internet de vos vétérinaires, vous trouverez aussi beaucoup d'informations de bonne qualité qui sont rédigées par les vétérinaires ou qui sont récupérées sur des sites sûrs. Et en deuxième lieu, beaucoup de vétérinaires proposent des préconsultations gratuites avant d'adopter un animal, ou bien à minima, les gens peuvent passer chez leur vétérinaire et les assistantes vétérinaires qui sont bien compétentes en la matière peuvent aussi accompagner les gens en amont. Effectivement, ça on l'a bien compris que c'était hyper important, en amont de l'adoption de l'animal. Après, je pense que dans le cadre aussi de la loi sur la souffrance animale, etc. Donc, je pense qu'il serait judicieux qu'il y ait quand même des campagnes informatives de grande ampleur, parce qu'effectivement, ça ne peut pas se limiter à des campagnes qui sont faites au sein des cabinets vétérinaires. Donc, je pense qu'effectivement, ce sont des sujets dont il faut effectivement informer le grand public. Et bon, bah, ça passe effectivement par de multiples canaux, mais c'est sûr que nous, on essaye de le faire au niveau de nos structures, mais c'est insuffisant. Pour compléter, juste pour compléter rapidement ce qu'ont dit mes deux confrères, avec qui je suis tout à fait d'accord. La première chose, c'est que les documents qu'on remet aux propriétaires dans nos salles d'attente ne sont pas lus. La personne qui veut chercher de l'information, elle va en trouver parce qu'effectivement, cette information, elle est disponible au travers de plein de canaux différents. Et la deuxième chose, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que j'observe, moi, que la fréquentation des écoles de chiots est beaucoup plus importante qu'avant. Tous les clubs d'éducation sont tenus d'avoir une section club de chiots. Alors, c'est fait avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins d'efficacité. Trop souvent, les gens vont à l'école de chiots, puis après, ils abandonnent, ils ne poursuivent pas l'éducation. Mais ça, c'est un autre débat. Mais honnêtement, je trouve qu'aujourd'hui, globalement, les gens font un effort un peu plus important pour avoir des bases pour le chiot. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne vont pas plus loin. Le chien va être éduqué pendant les 6 premiers mois, pendant la première année. Il a un vernis de connaissances. Et puis, à partir de ce moment-là, les gens cessent de s'occuper de l'éducation de l'animal. Ils ne poussent pas, ils ne voient pas comment on peut s'amuser davantage avec son animal et on ne va pas plus loin.
Merci, je vous propose de passer à la dernière partie de la table ronde sur des animaux dont on a peu parlé. On a beaucoup parlé en fait de chats et de chiens. On pourra évoquer en fait donc les nouveaux animaux de compagnie. Quels sont-ils? Quels sont en tout cas ceux que vous recevez dans vos cabinets? Je peux vous poser la question par exemple, docteur Delanglois. Oui, donc c'est effectivement les nouveaux animaux de compagnie, espèces inhabituelles, hein, qui regroupent le troisième animal de compagnie en France, qui est le lapin, qu'on voit beaucoup dans nos pratiques de vétérinaire NAC. Toutes sortes de rongeurs, donc rongeurs pour être précis, donc c'est rats, cochons d'Inde, chinchilla, octodons, souris, etc. Le furet, qui est un carnivore domestique, les reptiles, donc tortues, serpents, les oiseaux, quelques primates, les marsupiaux et enfin pour les cas les plus originaux avec quelques praticiens qualifiés, les amphibiens. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à la question. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut rencontrer dans notre cabinet. Je vous entends plus. Pardon. En termes de soins, Voilà. nécessite-t-il des soins particuliers en tant que nouveaux animaux de compagnie? Est-ce que vous devez être équipé de manière particulière, avoir des compétences particulières, des produits spécifiques pour les accueillir? Alors oui, en termes de matériel, la base du matériel est la même que mes confrères, avec une grosse utilisation de l'anesthésie gazeuse et l'achat de matériel plus spécifique pour la dentisterie, notamment des rongeurs et des lapins, avec des fils plus petits, des instruments plus petits. Voilà, donc, en tout cas des machines qui sont plus adaptées au format de nos animaux de compagnie. Il n'y a pas si longtemps, j'ai soigné un animal qui faisait que quelques grammes, donc c'est quand même assez inhabituel. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, hein, on n'est pas des magiciens là-dessus. Donc il faut adapter un peu notre pratique au format des animaux, sachant qu'il y a des examens complémentaires qu'on ne peut pas faire en fonction de la taille, sauf faire prendre des risques pour la vie de l'animal. Alors, quand c'est pour le soigner, c'est un peu dommage. Et en termes de formation, il y a encore de diplômes, en tout cas en France, de spécialistes pour les nouveaux animaux de compagnie. Donc, il y a des formations à l'étranger. Il y a quelques formations en France qui ne sont pas diplômantes. Il y a des congrès annuels auxquels on participe, des formations, on peut faire des publications. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui sont très intéressantes. Et après, il faut rester très humble par rapport à tout ça. Évidemment, on ne peut pas être spécialiste de toutes ces espèces avec toute leur diversité. Mais par contre, on peut avoir la bonne volonté de se renseigner, d'essayer d'en voir le maximum, le plus possible pour être le plus compétent possible avec des médicaments qui ne sont pas forcément adaptés, encore une fois, aux nouveaux animaux de compagnie, mais selon le principe de la cascade. Voilà, en 2 mots, on peut utiliser des médicaments pour chiens sur un lapin ou pour chat sur une tortue, ou voire même pour humains sur un oiseau ou sur un reptile. Et ça, c'est des choses qu'on pratique, qu'on dilue, on prépare, on essaie de travailler avec différentes molécules qui existent. C'est pour ça qu'on peut soigner, par exemple, avec un produit pour bovin, une poule. Voilà, tout ça, c'est les choses qu'on fait régulièrement, en prévenant les gens avant, bien entendu, de ce qu'on fait. Alors, on pourrait croire que c'est une mode nouvelle, presque une mode, d'avoir un animal de compagnie qui n'est ni un chien ni un chat. Est-ce que vous voyez en fait de plus en plus arriver dans vos cabinets ce type d'animaux? Je pense que c'est une activité qui est en développement parce que les gens font plus de choses sur les animaux de compagnie, mais je ne suis pas certain qu'il y en ait plus qu'avant. Je m'explique. Je pense que les gens ont accès à des praticiens plus qualifiés qu'auparavant. Il y a 20 ou 30 ans, je pense que c'était vraiment une pratique qui était très anecdotique. Et maintenant, on a des praticiens qui revendiquent leur qualification particulière ou leur expérience, en tout cas avec ces animaux-là. Et donc, ça fait un appel pour que les gens viennent solliciter le vétérinaire pour avoir tous ces soins très diversifiés là-dessus. Donc, pour ça, encore une fois, c'est beaucoup de pédagogie, de la médecine préventive, c'est beaucoup de choses qui sont liées à la biologie de l'animal, à son environnement, à ses besoins essentiels qu'on a évoqués tout à l'heure. Et
et je ne sais pas si vous allez poser la question après, mais à propos des zoonoses, on est bien placé pour le savoir maintenant avec le coronavirus. Il y a aussi un travail de pédagogie à faire sur le fait que certaines espèces peuvent participer à la dispersion ou l'apparition de nouvelles maladies. Donc, c'est aussi un message à faire passer aux gens. Alors, ça ne concerne pas les NAC les plus classiques, mais en tout cas, il y a des gens qui n'ont pas la posture, qui n'ont pas le comportement adéquat avec ces animaux. Donc, il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Donc, je pense que pour la question, c'était bon, produit spécifique, etc. Voilà, ça c'est bon. Je vous remercie, je vous remercie. Est-ce que, donc si vous avez des questions, alors il y a quelqu'un qui... Merci. Est-ce que vous avez des questions, en tout cas je laisse les participants les poser sur les nouveaux animaux de compagnie et ce que vient de nous témoigner en fait le docteur Langlois, de Langlois. Allez-y, je vous laisse vous exprimer, Madame Aurinel. Et puis je vous laisserai la parole, Madame Dardenne, après. Alors, je vous laisse activer votre micro, Madame. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Le fait de posséder un serpent, par exemple, est-ce que ce n'est pas en soi un acte de maltraitance? Parce que cet animal-là, il est quand même mieux dans la nature. Alors moi merci pour votre question. Moi, j'aurais tendance à répondre par une petite pirouette. Beaucoup d'espèces qu'on a chez nous n'ont rien à faire chez nous. Que le serpent ou d'autres animaux. Encore une fois, c'est une question de biologie. On a des serpents qui sont dans des conditions de vie déplorables, avec des environnements qui ne sont pas du tout adaptés, d'autres avec des terrariums de grande qualité, des paramètres environnementaux d'extrêmement bonne qualité. Et on le voit avec des comportements naturels qui sont exprimés, qui sont évidemment l'alimentation, la reproduction, la longévité, la bonne santé de l'animal de manière générale. Donc, la grande majorité des possesseurs de serpents, si je peux un peu résumer, ils sont souvent très bien au courant des bonnes conditions de vie de ces animaux. Et le challenge pour eux, ce n'est pas forcément d'avoir une relation de contact avec l'animal, ce qui est un peu limité, c'est vraiment de reproduire l'environnement le plus adéquat et la meilleure qualité possible pour avoir le plus bel animal possible. Donc, en tout cas, de mon point de vue, ce n'est pas gênant si c'est fait dans les bonnes conditions, encore une fois en respectant la loi, avec un animal identifié, qui est né en captivité, en respectant toutes les réglementations en vigueur. Je pense que ça a aussi un rôle de pédagogie, et ces gens-là sont souvent très sensibles à l'écologie, et voilà, je pense que le message qui passe à travers la possession de ces animaux est, il me semble, souvent favorable. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Madame Dardenne, et puis après, je vous laisse la parole, Madame Herman. Oui, je voulais savoir à propos des zoonoses, vous disiez que certaines espèces sont plus porteuses ou plus susceptibles de transmettre des maladies aux humains. Est-ce que vous pouvez préciser de quelles espèces il s'agit parmi les NAC? Alors, encore une question difficile, tellement les pathologies sont variées, mais je peux citer certaines formes de teigne, certaines formes de parasitoses externes qui peuvent toucher l'homme, donc certaines formes de gale aussi, c'est possible. Voilà, après, il y a des bactéries résistantes qui existent aussi, qu'on peut trouver de manière tout à fait anodine chez certaines espèces de reptiles qui peuvent contaminer les gens. Voilà, encore une fois, ça reste des choses rarissimes, mais les précautions d'usage sont comme avec tous les animaux de compagnie, y compris les chiens et les chats, de ne pas faire de choses un peu bizarres, se nettoyer les mains quand on les manipule. Voilà, il y a des précautions à prendre quand on a ce genre d'animaux. Mais voilà, les plus courants qu'on peut voir, nous, en consultation, ça va être la teigne, donc tout ce qui est champignons, voilà, si jamais on peut utiliser un autre mot, et les parasites externes, éventuellement.
Et je rebondis parce que tout à l'heure, je n'ai pas répondu à ça parce qu'on ne m'a pas encore interrogé sur la question. Il ne faut pas mélanger les animaux de compagnie et espèces inhabituelles que j'ai précitées tout à l'heure et la faune sauvage. C'est deux choses très différentes. Les animaux sauvages doivent être confiés à des centres de soins et dans la plupart des cas, l'intervention humaine n'est pas souhaitée. Donc voilà, sauf si des animaux sont très blessés, très abîmés, il faut laisser la faune sauvage là où elle est et pas aller mettre les mains et aller attraper des bêtes pour les amener chez le vétérinaire en imaginant qu'elles sont abandonnées ou malades. Voilà. Madame Herman? Oui, moi j'avais envie de réagir un petit peu comme Madame Orinel en disant que, enfin moi ça m'apparaît symptomatique en termes de culture ou de civilisation, le fait d'adopter des animaux, enfin d'adopter, oui, de se rendre propriétaire d'animaux qui n'ont pas grand-chose à faire dans une maison ou avec une proximité aussi importante de l'homme. Moi, je trouve que cette mode, entre guillemets, des nouveaux animaux de compagnie est quand même un peu pernicieuse. Je n'arrive pas à comprendre. Bon, le chat et le chien sont domestiqués depuis des millénaires. Pourquoi est-ce que l'humain a besoin de vivre en étroite proximité d'un rat ou de, je ne sais pas quoi, moi, d'un autre animal qui a davantage sa place dans le milieu naturel, je dirais. Je trouve ça étrange. Je ne comprends, enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à cette interrogation que j'ai. Pourquoi Moi, je pense que je ne pourrais pas vous convaincre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est depuis que je côtoie ces gens-là, déjà, c'est essentiellement des lapins et des rongeurs qu'on a sur les animaux de compagnie, globalement. Et quand on voit la relation qui est construite entre ces possesseurs et leurs lapins en particulier, et leurs rats aussi, c'est vraiment des choses très intéressantes, on voit bien, en tout cas, moi, je constate pas ou peu de maltraitance, même de la maltraitance ignorée. Alors effectivement, il faut oublier le lapin dans un petit clapier au fond de la cuisine. Ça, c'est quelque chose qu'il faut oublier. On est bien d'accord là-dessus. Mais par contre, on a vraiment des situations avec des lapins d'appartement qui, de mon avis, et compte tenu de leur comportement et de leur longévité exceptionnelle, souvent, parfois une douzaine d'années, sont quand même la preuve de bonnes conditions de vie et en tout cas des propriétaires qui sont très attentifs à leur confort et à leur bien-être. Donc moi j'avoue que ça ne me choque pas du tout, en tout cas pour ces espèces-là. Après, je ne vais pas dire qu'il y a certaines situations, je trouve ça un peu bizarre, mais globalement, voilà, sur la plupart des animaux que je vois, je n'ai pas de problème avec le fait de les avoir en captivité. Après, puisque vous en parlez, puisque ça me vient, j'avoue que les perroquets, certaines espèces de passereaux, encore une fois, ça dépend des milieux de vie. Il y a des gens qui ont des petits perroquets dans des volières internes externes avec du chauffage, avec des dizaines de mètres cubes de volières, avec des comportements de vol, du foraging, de la recherche de nourriture, de l'enrichissement de milieu. C'est vraiment incroyablement, je pense, performant. En tout cas, les gens ne peuvent pas faire plus. Et là, on a vraiment je pense que c'est au top. À contrario, on a des gens avec un perroquet devant la télé, dans une petite cage, toute la journée enfermés, et des animaux qui vivent 40-50 ans, qui ont des très gros troubles comportementaux. Là, effectivement, on a un vrai problème. Mais voilà. Merci. Y aurait-il des points que nous n'aurions pas abordés, que vous voudriez aborder? On a encore un petit peu de temps. Eh bien, je vais vous redonner la parole, Monsieur Goater, si vous voulez conclure, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille intervenir. Madame Dardenne, avant. Oui, très rapidement. Est-ce qu'il y aurait des préconisations du point de vue des vétérinaires sur l'aménagement de la ville
puisqu'on est dans cette réflexion sur la charte, et pourquoi pas élargir à ce qui pourrait être bien pour les animaux familiers, notamment dans la ville. Je pense qu'effectivement, ce qui pourrait être intéressant, c'est peut-être d'avoir un petit peu davantage d'espace de défoulement pour les chiens. Donc, je sais qu'il y en a quelques-uns. Voilà, c'est peut-être une idée à développer. Bon, je sais que la ville de Rennes avait, à un moment donné, organisé des cours d'éducation canine. Bon, je ne sais pas si ce dispositif existe encore, mais peut-être intéressant de le relancer pour peut-être motiver des gens qui n'iraient pas forcément voir des éducateurs canins privés, si j'ose dire. Voilà, c'est des petites idées qui me viennent. Alors, c'était des initiations en fait, à l'éducation canine qui étaient réalisées depuis de nombreuses années par la ville de Rennes. Il s'est avéré que ces cours bénéficiaient pour une grande majorité en fait, à des non-rennais. Alors, non pas que ça ne fasse pas plaisir, mais du coup, en fait, la décision a été prise justement de repenser un petit peu ce dispositif et de l'arrêter temporairement. On note bien effectivement cette demande d'éducation canine et de soutien. Je pense que ça réémerge vraiment dans les travaux de réflexion de la charte. Donc, à mon avis, ça va nous amener justement à nous repositionner en fait sur la question. Mais pour revenir, c'est la présence d'espaces libres pour les chiens, je pense, effectivement, plus nombreux est une excellente idée, mais avec des chiens qui sont correctement éduqués au code et sociabilisés, c'est le problème, et ça se fait en amont, ça se fait très jeune. Et voilà, donc le premier travail, il est là, parce qu'on ne peut pas lâcher des chiens qui n'ont pas été éduqués ensemble, qui n'ont jamais vu de congénères, qui ne connaissent pas les codes. Ça ne fonctionne pas. En tout cas, on prend un risque et après, c'est pas le but non plus de prendre des risques pour les gens aussi, par ailleurs. Alors, je me permets justement, en fait, pour compléter ce que j'ai dit précédemment, en fait, c'est très important ce que vous dites, l'éducation est importante. Ensuite, la question est vraiment en fait d'amener les propriétaires à suivre ces cours d'éducation canine. On peut mettre en place tous les dispositifs en fait nécessaires. Encore faut-il que les Rennais puissent aussi s'en saisir. Donc, c'est peut-être également, en fait, à nous un travail d'améliorer peut-être une communication, etc. Mais il y a aussi une responsabilité, en fait, à prendre des propriétaires, sachant qu'un animal, effectivement, ça s'éduque, on le soigne, on en prend soin, et ça tout au long de sa vie. Juste pour compléter ce qui a été dit, parce que je suis tout à fait d'accord sur l'importance qu'il y a de pouvoir permettre à des chiens de se rencontrer librement, sans attache, parce que c'est comme ça qu'on apprend à causer entre chiens. Mais au préalable, bien évidemment, il faut que les chiens aient reçu un minimum d'éducation. Juste une chose, c'est que les cours d'éducation, c'est une excellente chose, mais ce n'est pas avec 10 cours d'éducation dans la vie du chien que les gens feront quelque chose de leur chien. Je prends souvent comme exemple les gens qui veulent apprendre à jouer d'un instrument. Ce n'est pas en prenant 10 cours de piano ou 10 cours de guitare que vous saurez jouer du piano ou de la guitare. C'est du travail quotidien, un peu, tous les jours, en répétant ses gammes et en compliquant les choses et en prenant du plaisir avec son animal et en l'emmenant partout. Alors bien sûr, qu'en ville, il n'y a pas les espaces dédiés. Eh bien, qu'est-ce qui vous empêche de prendre votre voiture et d'emmener votre chien là où vous pouvez le lâcher ? Donc, ce n'est pas forcément indispensable d'avoir des espaces publics, parce que le problème des espaces publics, c'est qu'il faut les partager et que les gens sont négligents, qui laissent leurs chiens faire leurs besoins partout et que donc on ne peut pas les laisser, on peut emmener leurs chiens n'importe où, à commencer à se balader sur les pelouses. Donc oui, c'est bien d'emmener les chiens sur les pelouses, mais encore faut-il avoir son petit sac à la main pour ramasser les crottes. Voilà. Voilà, et puis vous avez évoqué justement la conciliation en fait, des différents usages de l'espace public. Je vais faire le mot de la fin. Du coup, merci encore. On a encore appris beaucoup de choses et vous avez fait œuvre d'éducation, je pense aussi vis-à-vis des participants à ce webinaire. Je voulais remercier évidemment nos 3 vétérinaires qui étaient présents ce soir, Monsieur Delanglois, Monsieur Désert et Madame Hammer.
Je voulais remercier également le service santé-environnement, Audrey Martin et Enzo Olivo, qui ont organisé magnifiquement cette webconférence. Donc, merci beaucoup, c'était très bien, ça s'est super bien passé. Donc, je voulais aussi remercier Madame Dardenne, hein, qui nous accompagne, donc qui est chercheuse et maîtresse de conférence, notamment sur des thématiques animaux et société à l'Université de Rennes 2, de nous accompagner et de suivre nos travaux. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence qui aura lieu mardi 7 décembre sur le thème de la biodiversité. Alors, biodiversité, un autre regard. Essayer d'imaginer la question des animaux dans la ville, y compris en termes de biodiversité. Donc, c'est vrai qu'on considère souvent aujourd'hui que les villes sont des nouvelles arches de la biodiversité, en fait, pour un certain nombre d'animaux. Donc, on voulait en débattre avec vous. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dès qu'on aura diffusé cette magnifique affiche et cette inscription qui va bientôt vous être proposée. Et je remercie évidemment tous ceux qui ont participé à cette rencontre ce soir. Eh bien, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Je remercie également en fait les vétérinaires qui nous ont accompagnés tout au long en fait de cette table ronde. C'était très enrichissant. Et puis, on vous dit au 7 décembre pour la conférence sur la biodiversité. Venez nombreux. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à tous.